Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est de retour à son quartier général en Floride. Bienvenue. Quartier général du commandement, ici. Oui. Larry, commençons par ce qui s'est passé jusqu'ici. Nous savons que depuis l'annonce de Donald Trump disant qu'il voulait attaquer l'Iran a frappé 4 navires dans le détroit d'Ormuz. Cela veut dire que, dans le détroit d'Ormuz, rien n'a changé, vous savez, avant et après, pendant le... Et il n'y a aucun trafic dans le détroit d'Ormuz, comme nous en avons parlé. C'est bien ça? Mais aujourd'hui, Rubio a dit que le détroit était ouvert. Donald Trump a avancé la même chose. Quelle est votre compréhension de la situation? Est-ce que c'est ouvert d'une certaine manière, comme avant, lorsque les Iraniens laissaient certains de ces navires et bateaux traverser le détroit d'Ormuz? Ou est-ce totalement fermé? C'est vrai, ça me rappelle une blague. Un ami à moi était un jour à un repas de Thanksgiving et il y avait ce vieux monsieur grincheux à table. À un moment, la politique est venue sur le tapis et le vieil homme s'est énervé et a dit « Appelez-moi un taxi ». Alors mon ami a répondu « Vous êtes un taxi ». Et là, l'homme s'est encore plus énervé. Donald Trump affirme que le détroit d'Ormuz est ouvert. Mais ce n'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai. Vous savez, s'il disait « Il y a une licorne qui court dans mon jardin », oui, tout comme le détroit d'Ormuz serait ouvert. Ce sont deux délires tout aussi fantaisistes. Donc vous savez, si c'est ce qu'ils veulent croire, oui, c'est ouvert. Ouvert pour qui? Pour faire quoi? Comme l'Iran l'a clairement dit, c'est nous qui contrôlons. Si vous voulez passer par ici, remplissez nos formulaires. Si vous voulez tenter le coup et en subir les conséquences, allez-y. On vous frappera avec un drone, un missile de croisière ou autre chose. Donc il ne fait aucun doute que cela reste un point de tension. L'Iran a sa position. Les États-Unis ont leur position fantaisiste. À l'heure actuelle, l'Iran conserve le contrôle effectif du détroit d'Ormuz. Le Wall Street Journal a rapporté que l'Iran a formulé quelques demandes supplémentaires pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, sous gestion iranienne, en partenariat avec Oman. Et il mentionne 3 points, 3 exigences. La première, c'est la fin immédiate du blocus naval américain. La deuxième, c'est la levée des sanctions américaines sur le pétrole iranien, les produits pétrochimiques et le gaz. Et la troisième, c'est une reconnaissance explicite du droit de l'Iran à percevoir des droits maritimes. Ces points ont été évoqués. Larry, comment comprenez-vous ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis? Je ne sais pas. Avec les messages, tout ce qui se passe. Eh bien, c'est ce que vous venez de lire. C'est la position de l'Iran. Je dirais que le Wall Street Journal la rapporte avec exactitude, et c'est à la charge des États-Unis. Si les États-Unis veulent que le détroit d'Ormuz soit ouvert, qu'ils acceptent ces conditions. S'ils veulent que le détroit d'Ormuz reste fermé, qu'ils ignorent ces conditions. Vous savez, il n'y a pas de zone grise, c'est noir ou blanc. Soit vous faites ce que l'Iran exige, soit le détroit reste fermé. Vous pouvez continuer à dire qu'il est ouvert tant que vous voulez, mais dans les faits, les flux de pétrole, de GNL, de soufre, d'hélium et d'urée restent bloqués. À l'arrêt, oui. L'article ajoute qu'en plus de tout cela, l'Iran contrôlera le trafic entrant dans le détroit d'Ormuz et supervisera le trafic sortant passant par les eaux omanaises. Et c'est l'une des principales préoccupations. Je pense qu'ils mettent en place un nouveau mécanisme, avec Israël au premier plan, entre l'Iran et Oman. Dans quelle mesure cela correspond-il à votre compréhension?
Eh bien, je n'en ai aucune connaissance, ni aucune compréhension particulière. Je me base simplement sur ce qu'ils ont dit par le passé. L'Iran va administrer le détroit, l'Iran va percevoir des droits, et il va les partager avec Oman. Dans cette mesure, ce sera à Oman d'accepter la manière dont l'Iran entend faire appliquer cela. Oman adoptera la même position stricte. Si vous voulez passer et utiliser nos eaux, vous devrez remplir l'autorisation auprès de l'Iran. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Pourquoi, selon vous, Donald Trump a-t-il décidé de ne pas attaquer l'Iran, si vous deviez l'expliquer? Parce que beaucoup de gens parlent de TACO, et nous savons que cela fait partie de l'histoire récente de Donald Trump, qui n'a pas attaqué l'Iran. Mais quels sont, de son point de vue, les principaux éléments qui expliquent sa décision de ne pas attaquer l'Iran? Les États-Unis ne disposent pas d'un énorme stock de missiles qu'ils peuvent se permettre d'utiliser. Chaque frappe contre l'Iran va encore réduire des réserves déjà limitées. Voilà le premier point. Et le deuxième, ce sont des demandes, s'il vous plaît, de l'Arabie Saoudite, peut-être du Qatar. N'attaquez pas l'Iran, parce que si vous le faites, nous allons être attaqués. Ou bien, si vous attaquez les cibles dont vous parlez, c'est nous qui allons en subir les conséquences. S'il vous plaît, ne le faites pas. Nous avons déjà assez souffert. Je pense donc que la combinaison de ces deux éléments a peut-être joué un rôle décisif dans la décision de Trump de ne pas aller plus loin. Là encore, nous verrons ce qui se passe aujourd'hui, parce que, vous savez, Trump avait dit par le passé, « Hey, si vous touchez à des navires, on vous frappera. » Bon, ils ont touché 4 navires aujourd'hui. Est-ce que les États-Unis vont riposter? Et puis l'Iran a aussi frappé hier des bases américaines au Koweït. Donc, si les États-Unis décident de riposter à cela, l'Iran va à son tour continuer de tirer en retour et causer davantage de dégâts, infliger davantage de dommages aux avions, au personnel et aux installations américaines. Reuters a rapporté que les États-Unis sont désormais à court. C'est presque zéro. Ils n'ont plus aucune réserve de missiles PRSM. D'accord, reprenons, parce que ce que vous dites est contradictoire. Vous venez de dire qu'il ne manquait de rien, puis vous dites qu'ils sont en manque. Oui, ils en manquent, mais ils disent qu'ils ne sont pas à court. Parce que dire qu'on est à court, ça veut dire qu'il en reste encore à utiliser. Eux disent qu'il ne leur reste plus rien. Je suppose que d'une certaine manière, ils ne rendent pas compte de la réalité. Parce que de quoi parlent-ils? Du CENTCOM, du principal stock américain. Quand ils parlent des PRSM, ils parlent de l'ensemble. Il n'y a plus de PRSM disponibles. Je pense qu'ils ont raison sur ce point, parce qu'ils en avaient moins de 100 au départ. Et Dieu sait combien ils en ont tiré au cours des 25 jours de juillet. S'ils en tirent 2 par jour, ça fait 50. Mais je pense qu'ils en tiraient davantage. Donc oui, les États-Unis ont épuisé leur stock PRSM, de THAAD et de PAC-3. Je ne sais pas en quelle quantité. Oui, c'est mentionné au-dessus les ATAMS. L'article parle des ATACMS. Oui, et même s'ils ont encore quelques ATACMS en place, et alors? Vous ne pouvez les utiliser qu'au Koweït, contre... Comment s'appelle cette ville iranienne-là dans le coin nord-ouest? Avash? C'est Avash? Dans quel quartier du Koweït? Non, en Iran. En Iran? Dans quelle région d'Iran? La partie nord-ouest, celle qui est près de Avaz ou Abadan. Avaz, oui, l'ouest de l'Iran. Près de la frontière irakienne. On peut l'atteindre avec des attaques MS depuis le camp de Buering, par exemple.
Mais à part ça, ça n'a aucun effet à l'intérieur de l'Iran, parce que leur portée est tout simplement très limitée. J'imagine qu'ils vont... Qui les fabrique? C'est Lockheed Martin qui produit ça. Je crois, oui. Oui, parce qu'ils viennent récemment de signer avec eux un nouveau contrat de 6 ans. Le contrat n'a aucune importance. Ont-ils les matériaux nécessaires pour produire ces armes? La réponse est non. Ils ont besoin de gallium. Ils n'en ont pas. La Chine contrôle 99% de l'approvisionnement mondial en gallium. Les États-Unis, eux, n'en ont pas du tout. Alors, ils peuvent faire tous les plans qu'ils veulent, attribuer des contrats, construire ceci, cela et autre chose. Mais ils n'ont pas les minerais critiques dont ils ont besoin. L'Arabie saoudite a aussi été attaquée par des Yéménites. Cela fait partie du conflit en Asie occidentale. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec Morandi. Il a dit qu'il n'y avait aucun moyen de parler avec les États-Unis. D'abord, il a dit qu'il n'y avait aucune négociation entre les deux parties. Les seules négociations ont lieu entre l'Iran et Oman. Et l'autre point, c'est qu'ils vont ajouter le Yémen, Gaza et la Palestine aux discussions. Dans le cas de la Palestine, il a mentionné que c'était particulièrement complexe à cause de ce qui s'est passé avec le Conseil de la paix et tous ces pays de la région qui ont signé cet accord avec les États-Unis au sujet de la Palestine. Mais ils vont aussi en parler. Et aujourd'hui, le Yémen a attaqué. Nous avons appris que ces forces ont utilisé des drones pour attaquer l'aéroport international de Najran, en Arabie saoudite. Et plus tard, nous avons appris que l'Arabie saoudite essaie en coulisses de parler avec des Yéménites par l'intermédiaire du gouvernement omanais. Ils utilisent le gouvernement omanais pour leur parler en envoyant des messages dans les deux sens. Et ils ont dit que s'ils ne parviennent pas à un accord avec le Yémen, ils ont l'option militaire. Alors, quelle est cette option militaire? Est-ce que cela veut dire que les États-Unis vont les accompagner pour attaquer le Yémen? Non, non, je ne pense pas. Enfin, regardez, les Houthis au Yémen vont probablement subir une frappe de représailles aujourd'hui. Sinon aujourd'hui, demain, depuis l'Irak, maintenant qu'Arbaïn est terminé. Iraq, now that Arbaeen is over, but the settlement is going to be between. Mais le règlement va se faire entre eux. Au bout du compte, les Saoudiens vont devoir chercher un accord diplomatique avec Ansar Allah et les éléments chiites irakiens qu'ils ont attaqués l'autre jour. Donc je ne vois pas l'Iran s'en mêler. Pourquoi le ferait-il? Ce n'est pas vraiment son combat. Je pourrais même les voir intervenir en faveur des Saoudiens en disant « Hey, on va vous aider, réglons ça », parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Arabie saoudite de continuer ainsi. Mais je pense qu'en ce moment, les Saoudiens ont leur fierté qui parle. Alors ils vont continuer à essayer de lancer une attaque. Je pense que ce soir, s'il se passe quelque chose, ce soir ou demain soir, cela viendra d'Irak et des forces présentes en Irak. Mais est-ce que cela les aidera s'ils négocient avec les Yémen? Est-ce que cela permettra, d'une manière ou d'une autre, de désamorcer la situation avec l'Irak? Ou bien les forces irakiennes voient-elles les choses différemment? Non, je pense. Écoutez, je ne sais pas très bien ce que l'Irak, les forces irakiennes, vont frapper. Mais tout l'enjeu, c'est de savoir si l'Arabie saoudite peut supporter des pertes. Et je dirais que non. Non. En poursuivant ce conflit, elle s'expose à trop de dangers. Elle a davantage à perdre que le seul Yémen ou que les Irakiens. C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné,
La réalité va s'imposer. Yemen. Ils ne peuvent pas continuer à se bercer d'illusions en disant « Oh, on peut faire ça quoi qu'il arrive ». They can't just continue to delude themselves and say, "Oh, we can do this regardless." On dirait qu'ils ont fait comprendre aux Iraniens que ce n'était pas l'Arabie saoudite qui attaquait l'Irak, c'était les États-Unis. Et ils disaient que l'Arabie saoudite en faisait partie. En fait, le soir même où ils ont attaqué l'Irak, je demandais, je ne sais pas si j'étais avec vous ou si c'était dans mon émission en solo, je demandais comment les États-Unis peuvent-ils accepter de laisser l'Arabie saoudite coopérer d'une manière ou d'une autre à une attaque contre l'Irak. Parce que ce n'est pas courant. Si vous attaquez quelque part, il faut s'entraîner. Il faut coordonner tout ça, vous savez, avec des pilotes saoudiens et des pilotes américains qui travaillent ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Well, yeah, but I think it was more like Eh bien oui, mais je pense que c'était plus probablement les Saoudiens que les États-Unis, même s'ils ont dit que c'était les États-Unis. Mais, vous savez, quoi qu'il en soit, ils ont frappé environ 5 endroits différents à l'intérieur de l'Irak. Et donc, l'Irak va, je pense, riposter de façon très sérieuse. Et cela va infliger des dégâts importants aux Saoudiens. Ensuite, ce sera à eux de décider. Vont-ils poursuivre cette escalade ou vont-ils y mettre un terme et dire « That's enough, ça suffit ». Or are they going to put a stop to it and say, "Okay, enough"? Donald Trump s'en est pris à Exxon et Chevron. Il a dit que ces entreprises gagnaient beaucoup d'argent, et pas seulement à cause de la situation, du taux d'inflation ou des pénuries sur le marché. Elles gagnent beaucoup d'argent, mais elles ne contribuent pas, d'une certaine manière, à rééquilibrer le marché aux États-Unis. Elles n'aident pas le marché à faire baisser le prix du pétrole. Yeah. Well, again, it's not. You got to stop Oui. talking about the Bon, price. encore une fois, il faut arrêter de parler du prix du pétrole. De quel pétrole parle-t-on? Du brut léger ou du brut acide? Celui qui est crucial pour l'impact sur l'économie mondiale, c'est le brut acide. C'est ce type de brut que les raffineries en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud sont configurées pour traiter, tout comme 70% des raffineries américaines de la côte du Golfe. Elles sont conçues pour traiter du brut acide, un pétrole à forte teneur en soufre. C'est de ça qu'il y a une pénurie. Enfin, c'est ça qui manque à l'échelle mondiale. Le brut léger, lui, ne connaît pas de pénurie mondiale. Sweet crude, there's not a global shortage of that. There's plenty. But the problem is, Il y en a beaucoup, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les raffineries pour le traiter. C'est ça que les gens continuent de ne pas comprendre. Ils parlent sans arrêt du pétrole, par-ci, du pétrole par-là. Non, c'est pas juste du pétrole. Il faut bien comprendre de quel type de pétrole on parle. Donc aujourd'hui, vous avez une pénurie mondiale de diesel et de carburant d'aviation parce qu'ils proviennent des distillats moyens issus du traitement de ce pétrole à forte teneur en soufre. Et il y en a une pénurie mondiale. Cette pénurie mondiale se reflète dans la hausse des prix du diesel et du carburant d'aviation. For aviation fuel. Alors pourquoi a-t-il besoin d'attaquer ces deux énormes entreprises? Elles soutenaient Donald Trump. Elles gagnent de l'argent. Donald Trump fait partie de ce système. Eh bien, qu'entendez-vous par attaquer? Eh bien, Il a dit qu'il n'était pas content d'eux. il ne l'aide pas. Donc, il n'a pas tort. C'est vraiment dommage pour lui. Too damn bad. Parce qu'elles ne l'aident pas face à la situation dans laquelle il se trouve, à cause du détroit d'Ormuz, à cause de la pression qu'il subit en ce moment. C'est son problème. Il y a une forme de désespoir, parce que d'un côté, il voit à quel point il lui est difficile de mettre fin au conflit dans ce détroit, car au bout du compte, il doit céder aux Iraniens. Il n'y a pas d'autre solution. Et de l'autre côté, il voit que chez lui, ces entreprises ne coopèrent pas avec lui. Donc la question serait,
Combien de temps Donald Trump veut-il continuer ce conflit dans ce détroit? Et à quelle vitesse peuvent-ils conclure un accord avec l'Iran? I don't think they can get a deal with Iran. Je ne pense pas qu'ils puissent conclure un accord avec l'Iran. Ça va prendre du temps. Je ne vois pas comment, parce que Trump n'est pas prêt à conclure cet accord. Donc, tant qu'ils ne l'auront pas conclu, les marchés vont rester dans la tourmente. Et il peut bien crier autant qu'il veut sur ces entreprises, mais qu'est-ce qu'elles sont censées faire? Elles ne peuvent pas. Elles traitent du pétrole à forte teneur en soufre, dont l'offre mondiale est limitée, à cause de l'interruption qui a eu lieu dans le Golfe Persique. Entre 20 et 25% de l'approvisionnement mondial en pétrole soufré venait du Golfe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les États-Unis prenaient environ 10% de ce qui en sortait, entre 8 et 10%. Ce n'est donc pas paralysant, mais ça reste important. Vous savez, on est toujours en baisse de 8 à 10%. Imaginez si votre revenu mensuel était réduit de 10%. Il vous resterait moins d'argent disponible. Il n'y a donc pas de solution rapide, à moins que les États-Unis ne négocient un accord. Et même s'ils concluent cet accord aujourd'hui ou demain, et que le pétrole recommence à circuler, la pénurie va se poursuivre pendant au moins 40 jours. 40 jours au minimum, et peut-être plus longtemps. Car on ne sait toujours pas dans quel état se trouvent les différents champs pétrolifères et terminaux pétroliers des différents pays arabes du Golfe. Pensez-vous que ce serait dans l'intérêt de l'Iran? Ou bien voyez-vous l'Iran simplement en train de jouer un jeu? Ils veulent. À mon avis, ils ne veulent pas aider Donald Trump. Rien ne permet de penser que l'Iran veuille aider Donald Trump dans la situation où il se trouve, compte tenu de la pression. Ils ne cherchent pas à aider Donald Trump. Ils cherchent à s'aider eux-mêmes. La question est donc, qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'Iran? Ensuite, s'ils s'en accommodent, cela veut dire qu'ils vont accepter la situation. Je ne sais pas quel pourrait être, vous savez, le compromis pour Donald Trump. Ce qui va... Non, je veux dire, le compromis pour Donald Trump, c'est ce que l'Iran a dit. On a commencé la discussion là-dessus. Vous savez qu'Israël quitte le Liban, qu'on lève le blocus, qu'on lève les sanctions sur le pétrole et qu'on reconnaisse que l'Iran va commencer à percevoir des frais, des péages, peu importe, des droits d'usage, des frais pour dommages environnementaux pour chaque navire qui passe par le détroit d'Ormuz. Et, vous savez, accepter tout ça, et le trafic recommence à circuler. Mais je ne vois pas Trump accepter ça. C'est pourtant la position de l'Iran, et je ne vois pas du tout l'Iran bouger de cette position. Ils vont continuer à insister, non, c'est notre exigence. Pensez-vous que la situation, avec le Yémen et le Liban qui entrent en jeu, devient plus compliquée pour Donald Trump? Comment ça? Iusmal, as du bouwen i stespe essay diva, de twor fratte wasten to refine ye. Oui. Faire partir les gens de certaines régions du sud du Liban. Il ne semble y avoir aucun signe positif indiquant qu'ils vont quitter le Liban, qu'ils vont se retirer du Liban. Si le professeur Marandi a raison, et que l'Iran en fait l'une de ses exigences qui font échouer l'accord, alors si les États-Unis refusent de contraindre Israël à le faire, car les États-Unis peuvent contraindre Israël à le faire, malgré tous leurs discours musclés et leurs rodomontades, Israël dépend, au bout du compte, des États-Unis. Carl Rickerson a déclaré aujourd'hui que les nouvelles informations qu'il a reçues
montre que peut-être la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu ne s'est pas si bien passée. Hum. Et je ne sais pas quel était l'objectif principal de Benjamin Netanyahu. C'était quelque chose de politique intérieur. Mais il semble que le ton change quelque peu entre les deux, à mesure que la pression économique influence d'une certaine manière Donald Trump. Est-ce que vous le voyez aussi ou pas? Nous nous faisons peut-être des illusions parce que, vous savez, Look, we saw in both the case of Netanyahu Écoutez, on a vu aussi bien dans le cas de Netanyahou que dans celui de Zelensky qu'à leur arrivée, ils n'ont pas eu droit au tapis rouge. Il n'y avait pas un groupe de hauts responsables de Trump pour leur serrer la main, les prendre dans leurs bras et les embrasser. Ils sont descendus de l'avion et en gros, ils ont été accueillis par leur propre ambassadeur. Il y avait peut-être un agent du protocole du département d'État, mais quelqu'un de bas niveau. Et il n'y a pas eu de conférence de presse commune non plus. Encore une fois, si vous voulez donner de l'importance à votre visiteur, vous organisez une conférence de presse commune. Vous le montrez, vous le laissez se faire prendre en photo, vous lui passez un peu de pommade en public. Rien de tout ça n'a eu lieu. Donc je pense que Doug a probablement raison. Ce n'était pas une réunion agréable. Et je viens de voir le titre. Vous savez, la manière dont il joue avec le marché boursier. Oh, un accord avec l'Iran est proche. Alors, la bourse gagne 1000 points. Non, un accord avec l'Iran n'est pas proche. C'est complètement bidon. Mais vous savez, c'est un mensonge après l'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui de Donald Trump. Marco Rubio et Scott Bessent ont présenté l'accord. Nous négocions, nous le faisons. Oui, Bessent n'est même pas impliqué. L'Iran ne parle pas à Bessent. Ce qui est grave, c'est qu'hier, l'Iran a de nouveau attaqué le Kurdistan irakien. Vous avez mentionné le cas du Koweït, mais ils ont aussi attaqué le Kurdistan irakien. Et l'autre élément qui se produit entre la Syrie et l'Irak, c'est que les forces du gouvernement syrien se sont rendues à la frontière irakienne. Il semble y avoir une forme de coopération entre les deux, le gouvernement irakien et le gouvernement syrien, concernant le peuple kurde dans cette région. Et les États-Unis, la question est la suivante. Les États-Unis changent-ils leur politique de soutien au peuple kurde? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas croire que cela arrive sans que Donald Trump ou son administration en soient informés. Je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que Non, je parle de maintenant. Les deux pays s'unissent pour faire pression sur le peuple kurde, la Syrie et l'Irak. Encore une fois, Nima, ce n'est pas nouveau. Ça dure depuis des années. Non, le peuple kurde a été soutenu par les États-Unis. N'est-ce pas le cas? D'accord. Eh bien, les Kurdes ont été et sont toujours soutenus par les États-Unis. Oui. Mais vous parlez de la Syrie et de l'Irak qui font pression sur eux, c'est ça? Oui. J'ai dit que ça dure depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Sans faire pression. Ils ont confirmé le déploiement de troupes syriennes le long de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Mais c'est déjà arrivé par le passé. Ce n'est pas nouveau. Pourquoi pensez-vous que ce soit nouveau? Je n'ai pas entendu parler de l'armée syrienne qui, vous savez, après la prise de contrôle du gouvernement en Syrie par Al-Jolani, attaquerait le peuple kurde. Maintenant que vous avez Jolani. Mais encore une fois, les Syriens ont toujours été en conflit avec les Kurdes, que ce soit avec Jolani, avec Bachar el-Assad, Hafez el-Assad ou Jolani. C'est ce que j'ai dit.
Alors vous savez, Jolani a peut-être une orientation idéologique différente, mais en réalité, il s'inscrit quand même dans la continuité des précédents. Je pense que ce qu'il est important de noter, c'est que l'Iran n'a pas reculé d'un pouce ces 5 derniers mois dans ses attaques contre les États-Unis, parce que des instructeurs américains sont présents à Erbil. Vous avez des forces américaines de renseignement, des forces américaines d'opérations spéciales. Elles sont à Erbil et elles sont attaquées. Et l'Iran ne relâche pas la pression tout en détruisant les infrastructures kurdes. Et maintenant, vous savez, on dirait que l'Irak et la Syrie s'en prennent encore une fois à eux. Et bon sang, je ne serais pas surpris de voir la Turquie s'en mêler. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que cela pourrait être coordonné avec ce qui se passe au Kurdistan irakien, parce que nous savons que tous ces Kurdes de la région sont liés d'une manière ou d'une autre. Ils déplacent leurs forces, les font entrer et sortir, et je ne connais pas les relations, ni la manière dont ces gens qui sont en Irak, en Syrie, peuvent déplacer leurs forces vers la frontière entre l'Iran et l'Irak. À mon avis, cela fait partie de l'opération menée par Washington. Oui, non, j'en doute, parce qu'ils ne les déplacent pas là-bas pour qu'ils combattent à leur côté. Donc les États-Unis ne vont pas soutenir une initiative qui les verrait attaquer les forces kurdes, alors que les États-Unis cherchent à renforcer ces forces et à leur apporter un soutien militaire. C'est pour ça que j'étais un peu perplexe. Je veux dire, les Kurdes ont toujours été un groupe ethnique sans pays. Oui, Et les Iraniens ne les aiment pas, les Irakiens ne les aiment pas, les Syriens ne les aiment pas, et les Turcs ne les aiment pas. d'ailleurs, comme je connais des Kurdes, il y a beaucoup de bonnes personnes. Oui, oui. On en voit quelques-uns faire ce genre de choses, vous savez. Je ne porte aucun jugement sur le fait que ce soit de bonnes personnes. Je dis juste que, vous savez, la réalité, c'est qu'ils ne sont les bienvenus dans aucun de ces pays. Non, c'est regrettable, oui, parce que chaque fois, Larry, chaque fois que les États-Unis voulaient faire quelque chose dans la région, ils se servaient de ces Kurdes. Bien sûr, à chaque fois. Bien sûr, À chaque fois. Et ils apprennent rien. ils ont été naïfs. On les a pris pour des naïfs. Ils continuent de faire confiance aux États-Unis. On leur promet, on vous couvre. Oh là là, les États-Unis les trahissent si vite. Je mets sport tout à ce vie, some kind of signature à Gaza. C'était hamlet plus grand aujourd'hui. Oui, 112 personnes, dont 40 enfants, vous savez, étaient aux funérailles de ces gens à Gaza. C'est énorme. Regardez les images. Regardez ce qui se passe. Et Larry, dans cette affaire du Conseil de la paix, avec ce qui se passe autour de Donald Trump et de ses proches, et ce soi-disant Conseil de la paix, quel sera le résultat pour les Gazaouis? Qui va parler en leur nom? On a l'impression que personne ne parle d'eux. eh bien, je pense que c'est une arnaque. Ce n'est pas réel. C'est une idée qui ne sera pas mise en œuvre. Elle exige qu'Israël fasse certaines choses qu'Israël ne fait pas. Et le Hamas a été clair. Tant qu'Israël ne se retirera pas, nous ne désarmerons pas. Ils doivent d'abord se retirer, ensuite nous envisagerons de désarmer. Mais tant qu'ils seront là, nous resterons. Benjamin Netanyahu a déclaré aujourd'hui, en hébreu, il s'adressait aux Israéliens, « Nous ne nous retirerons pas de nos positions actuelles tant que le Hamas ne sera pas complètement éliminé. » Éliminé, pas désarmé, a-t-il dit. Trump et son équipe pensent pouvoir amener le Hamas à désarmer et à démilitariser Gaza. Ils nous ont envoyé un projet. Nous ne l'avons pas accepté. Oui.
Yeah. Yeah, listen to what they're saying in Hebrew. Don't listen to what they say in N'écoutez pas ce qu'ils disent en hébreu. N'écoutez pas non plus ce qu'ils disent en anglais. C'est donc un accord mort-né. Encore une fois, les États-Unis peuvent contraindre. Nous avons le pouvoir de contraindre Israël parce que nous détenons les leviers économiques et militaires. Le problème, c'est que Trump est trop trouillard pour les utiliser. Problem is, Trump's too much of a wimp to play him. Oui, l'Ukraine, Larry, essaie de changer la donne, de modifier, vous savez, sa présence en Asie occidentale. Ils ont essayé de faire quelque chose dans la mer Caspienne. Et là, aujourd'hui, ils ont attaqué l'un des navires appartenant à des Turcs qui devaient se rendre en Russie. Ils transportaient, vous savez, une cargaison, des fruits et des légumes, quelque chose comme ça. Ils ont touché ce navire, ce bateau, et blessé au moins 3 membres de son équipage. Pensez-vous que la situation va empirer? Ou peut-être que la Turquie n'a pas réagi de manière aussi radicale. Ils ont dit que c'était arrivé et qu'ils allaient s'en occuper. Ce n'était pas le même cas avec une cargaison iranienne. L'Iran a dit « Nous allons répondre ». Et nous savons que le gouvernement turc ne répondra pas si quelque chose comme ça se produit. Ils disent que tout cela concerne la Russie. Mais comment voyez-vous la Russie réagir? La Turquie a-t-elle dit cela aujourd'hui? Ils ont dit qu'ils condamnaient l'attaque, mais ils n'ont pas dit « Nous allons les attaquer à cause de l'attaque contre notre navire ». Il n'était question que de condamnation, rien de plus. Oui, mais ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas attaquer, n'est-ce pas? Non, ils ne l'ont pas dit. Jusqu'ici, ils se sont donc contentés de le condamner. Exactement, de simples condamnations. Ça n'aide pas l'Ukraine. Par le passé, l'Ukraine s'est appuyée sur la Turquie pour obtenir un certain soutien, notamment avec les drones. Alors, énerver les Turcs, c'est quoi cette stratégie? Je veux dire, c'est du désespoir et de la stupidité de la part de l'Ukraine. Mais vous savez, ils vont continuer. La Russie va continuer à fermer les ports ukrainiens, néant, et elle va poursuivre ses avancées tout le long de la ligne de contact. Je regardais les différents moteurs de recherche basés sur l'IA, en posant simplement la question « Combien de territoires la Russie a-t-elle capturé ?» Et partout, la propagande occidentale a envahi tous ces moteurs de recherche. Oh, la Russie perd du territoire, l'Ukraine gagne du territoire. Et c'est comme « Non, ce n'est pas le cas. » Je veux dire, vous savez, quand on revient en arrière et qu'on dit « Donnez-moi la liste des noms des personnes qui ont réellement été capturées. » Et ce qu'elles font, ce que font ces moteurs de recherche ou ces algorithmes d'IA, c'est qu'ils recueillent d'abord des informations venant de l'Occident et les classent simplement ainsi. Oh, si ça vient d'une source occidentale, c'est plus fiable que tout ce que disent les Russes. Oui. Et là, on se dit, bon Dieu. Et puis, il y en a un en particulier. Je n'arrêtais pas de lui poser la question, et il me répondait. Eh bien, vous savez, c'est ce que disent les sources occidentales. Je lui ai dit, vous vous rendez compte que l'Ukraine a l'habitude, de manière documentée, d'affirmer qu'elle contrôle encore des territoires qu'elle a complètement perdus. Prenez Pokrovsk comme exemple. Les forces russes avaient pris Pokrovsk en décembre dernier, en 2025. Mais les Ukrainiens ont continué d'affirmer « Non, non, on en a toujours le contrôle, jusqu'en avril environ. » Ce n'était pas vrai. Mais ils ont fait cette affirmation. Et les gens en Occident se disent « Ah oui, d'accord, oui, l'Ukraine s'en sort bien. Enfin, c'est juste du délire. » Ils essayent de fabriquer de nouveaux intercepteurs en coopération avec 13 industriels en Europe. Je parle des Ukrainiens qui cherchent à produire des intercepteurs. Ils disent que ces intercepteurs coûteront moins d'1 million d'euros l'unité, ce qui est nettement moins cher que le système Patriot.
significantly, less than Patriot system. And how do you know they work? I don't. Et comment vous savez qu'ils fonctionnent? Oui, ils vont fabriquer des intercepteurs. Je pense que c'est juste une arnaque pour essayer de soutirer davantage d'argent. Oui, c'est du bullshit, tout simplement. Écoutez, pour avoir un système d'interception qui soit un tant soit peu efficace, il faut le relier au radar de défense aérienne. Ils en ont pas. Vous savez, est-ce qu'ils vont le relier à Starlink? Non. C'est juste que, regardez, l'Europe n'a pas d'intercepteur éprouvé capable de viser et d'intercepter les missiles balistiques que la Russie tire. On ne crée pas ça de toutes pièces. So you don't just create this out of whole cloth. Here is what France Voici ce que France 24 a rapporté, Larry. Une attaque de drones yéménites contre l'aéroport international de Najran, en Arabie Saoudite, a détruit le principal radar de contrôle du trafic aérien du pays. in Saudi Arabia. Yeah. Was They that said that Oui, c'est seulement aujourd'hui. is that just today? today. Aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui, oui. Yeah. Oui. This Donc je pense que l'escalade est entièrement liée à l'idée de perdre pour l'Arabie Saoudite. L'escalade ne va pas apporter, vous savez. nothing gonna bring, But look, that's the point I've been making all along. Mais regardez, What c'est précisément ce que je dis depuis le début. Quelle cible? Si vous larguez une bombe en Irak ou une bombe au Yémen, sur un territoire contrôlé par les Houthis, quelle cible allez-vous bombarder? Qu'est-ce que vous pouvez frapper qui infligera des dégâts aux Irakiens ou aux Houthis, au point qu'ils se disent « Ah, on ne peut pas poursuivre les opérations militaires ». Rien, à ma connaissance. Oui, vous pouvez tuer quelques personnes. Mais retournez la question. Qu'est-ce que les Houthis ou les Irakiens peuvent frapper qui paralyserait l'Arabie Saoudite et lui causerait des dégâts? Oh, énormément de choses. Le radar du contrôle aérien, d'autres systèmes radars sur d'autres sites, les réservoirs de carburant sur les bases aériennes, les terminaux pétroliers de Yanbu. Oui, je veux dire, on peut en trouver beaucoup. Des cibles sur les pipelines, des points névralgiques du réseau de pipeline. Vous savez, soyez slef mal. Soyez smart with ces déduits les flux thésauriers de l'Arabie Saoudite parce qu'elle tire des revenus de ces installations et là, ils sont worried. So they're already getting some cash flow out of these things. Now that depletes it. the other problem is L'autre problème, c'est que s'ils essayent d'étendre la guerre, ils devront utiliser des munitions américaines. I don't know how Je ne sais pas quelles sont les réserves en Arabie Saoudite. Les États-Unis ont-ils utilisé les stocks présents en Arabie Saoudite pendant la guerre? in Saudi Arabia during the war. Eh bien, quelles munitions? Maybe Peut-être, je ne sais pas, des missiles Tomahawk dont ils ont besoin. that they need for I'm not sure how many Tomahawks or JASSMs were ever given to Oui, the Saudis. je ne sais pas combien de Tomahawk ou de JASSM ont un jour été fournis aux Saoudiens. We just don't know. Et je ne sais pas non plus si les États-Unis les ont récupérés et repris ou pas. Donc on ne sait tout simplement pas. Il se peut qu'il faille lancer des JDAM. Vous savez, leur portée est d'environ 30 à 40 kilomètres. Alors, on verra ce qu'ils ont. Vous savez, ils ne disposent pas de stock considérable. Disons les choses comme ça. Robust supplies. I'll put it that way. Larry, do you see Larry, vu que tout le monde plaisante en disant que Donald Trump recule à chaque fois, voyez-vous la possibilité que des armes nucléaires soient utilisées sur l'un de ces deux fronts? in No, one of these two fronts? no, I don't. Non, je ne le pense pas. Je crois que c'est évoqué comme une possibilité. D'accord, c'est une possibilité, mais je ne pense pas que ça arrivera. Et si je me trompe, d'accord, je me trompe. Mais je pense que le coût et les risques d'escalade, au-delà de, vous savez, une fois qu'on utilise ça et qu'on franchit ce seuil, font entrer la Chine et la Russie dans la partie d'une manière nouvelle, et même le Pakistan qui possède l'arme nucléaire. Donc oui, one at a time, c'est bien trop dangereux. So yeah, I think it's way too dangerous. The only reason that La seule raison pour laquelle il pourrait utiliser ces armes, ce serait cette montagne-là, à Fordo. Pickaxe Mountain. It's not going to do anything to the mountain. I mean, Ça ne fera rien à la montagne, enfin, ça va créer un gros trou.
Mais cette montagne est enfouie très profondément. Elle a été conçue précisément pour résister à des explosions nucléaires. Donc vous savez, vous la faites exploser, vous bouchez certains tunnels et certaines entrées, puis ils les rouvriront. Mais pendant ce temps-là, la vie continue sous la surface. Et je ne serais pas surpris qu'ils aient des sorties de secours. Ce n'est donc pas comme si vous pouviez simplement faire exploser la surface et les y enfermer. Je pense qu'il existe des sorties alternatives dont les États-Unis n'ont pas connaissance. Si l'on regarde les politiques menées, Larry, à Washington, je ne sais pas comment vous percevez la politique israélienne en Asie occidentale, mais on a l'impression que plus vous créez de chaos en Asie occidentale, plus les Israéliens sont satisfaits. Ils veulent peut-être le chaos, mais le chaos leur coûte davantage. Et ils n'ont pas une population illimitée, ni des ressources illimitées. Ils sont limités sur les deux plans. Donc en réalité, ils se créent davantage de problèmes avec ça. Ça ne les rend pas plus en sécurité. Ça ne leur permet pas de dépenser moins pour les dépenses militaires. Ils doivent rester pleinement mobilisés et déployés sur différents fronts. C'est très coûteux. Et encore une fois, ça les rend vulnérables aux pressions des États-Unis. Les États-Unis disent, « Très bien, nous allons arrêter de payer pour ça. Vous allez arrêter, sinon. » Là, ils ont un problème. Pensez-vous qu'ils vont s'inquiéter du fait que l'Arabie saoudite n'exporte plus de pétrole ou que le Qatar ne puisse plus rien exporter, quel que soit le produit? Qui? Israël. Ont-ils chose? À ma connaissance, ils ne reçoivent ni pétrole ni aucun produit de l'un ou l'autre pays. Leur pétrole arrive via la Turquie. Et encore une fois, pourquoi s'en prennent-ils à la Turquie alors qu'ils dépendent d'elle pour l'acheminement du pétrole azerbaïdjanais? Ça me dépasse complètement. C'est important, car tous ces pays dépendent du détroit d'Ormuz, à l'exception d'Israël. Oui, eh bien, c'est ce que l'Iran veut bloquer. Ils veulent s'assurer que rien ne sorte du détroit à destination d'Israël, ni ne profite à Israël de quelque manière que ce soit. C'est pour ça qu'ils veulent contrôler ce détroit. Et si, vous savez, on faisait pression sur Israël, est-ce que vous voyez dans le chaos ou le conflit entre la Turquie et Israël un moyen de faire pression sur Israël? Parce qu'après tout, ils dépendent tellement de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Et nous savons que l'Azerbaïdjan est le petit frère de la Turquie. Non, non, absolument. Je veux dire, écoutez, ça pourrait absolument exercer une pression considérable sur Israël. Ce que j'ai vu avec choc, horreur et dégoût, c'est que la Turquie a grandement facilité Israël et son génocide des Palestiniens. La Turquie est l'un des rares pays qui pourrait réellement contribuer à y mettre fin immédiatement. Il dirait, « Hey, on vous coupe le pétrole. Plus de pétrole, plus de raffinage de diesel et de carburant pour avions, plus d'opérations aériennes, plus d'opérations de chars. C'est très simple, on ferme tout. » Benjamin Netanyahu a dit que la Turquie a occupé 20% de la Syrie, alors eux en occupent 5%. Cela veut dire qu'il y a une sorte de compétition pour qu'Israël s'empare de davantage de territoires dans le sud de la Syrie. Pensez-vous que la Turquie veuille occuper la Syrie ou non? La Turquie veut contrôler ce qui se passe en Syrie. Elle n'a pas forcément besoin de l'occuper. Mais encore une fois, Israël n'a pas la structure de force nécessaire pour aller occuper de vastes territoires. Cela met son armée sous une pression extrême. Donc vous savez, on peut soutenir que c'est une bonne chose qu'ils fassent ça. Ça ne fera que les affaiblir davantage.
argument. It's good that they're doing that. It's just going to weaken them further. Does that mean that nothing changed when it comes to Israel? Est-ce que cela veut dire que rien n'a changé concernant Israël, compte tenu de la chute d'Assad et du nouveau gouvernement en Syrie? Cela veut dire que l'Iran a, d'une certaine manière, été remplacé par la Turquie en Syrie, et que le gouvernement actuel est totalement opposé à l'occupation israélienne. Je ne sais pas si on peut l'affirmer. Je ne sais pas, parce que Jolani est trop lié à Donald Trump, et il essaie de faire tout ce que Donald Trump veut qu'il fasse. Comment voyez-vous l'influence de Donald Trump sur Al-Jolani et celle de la Turquie sur Al-Jolani, compte tenu de la partie sud de la Syrie? Récemment, il a donné une interview dans laquelle il a dit, on lui a demandé, le journaliste d'Al Jazeera, si je ne me trompe pas, lui a dit, « Vous avez changé votre nom d'Al-Jolani à Al-Shara ». Il a répondu, « Parce que je suis né sur le plateau du Golan, parce que Al-Jolani, c'est Al-Golani en arabe. Et il est né, sa famille est originaire de cette région qu'Israël occupe aujourd'hui. Comment voyez-vous cela? » Right. And how do you see that? I mean, he doesn't care. Enfin, je veux dire, ça ne l'intéresse You pas. know, Vous savez, je ne le juge pas sur ce qu'ils disent. Je le juge sur ce qu'il fait. Est-ce qu'il prend la moindre mesure pour essayer de chasser les Israéliens du plateau du Golan? Non. Est-ce qu'il déploie des forces militaires vers cette région pour combattre Israël et l'en chasser? Non. Donc, vous savez, il peut bien se dire pomme de terre de l'Idaho, ça m'est complètement égal. Ce n'est pas parce que vous dites « Oh, j'étais Al-Jolani ». Eh bien, vous ne l'êtes plus. Donc ça veut probablement dire que vous vous fichez complètement de savoir si Israël contrôle ou non le plateau du Golan. Whether or not Israel controls the Golan Heights. There are new round of negotiations. De nouvelles négociations ont lieu entre le gouvernement libanais et Israël à Rome, en Italie. Qu'est-ce que Donald Trump veut obtenir avec ces pourparlers? Et en quoi cela va-t-il l'aider dans le dossier iranien et dans les négociations ou quoi que ce soit qu'il ait avec les Iraniens? Look, the negotiations are through Écoutez, les négociations passent par la Jordanie ou par le Pakistan et le Qatar. Ce sont les intermédiaires. Les États-Unis ne parlent pas directement aux Iraniens. Tant qu'ils ne commenceront pas à se parler directement, il n'y aura pas de véritable avancée. Et je pense que pour l'instant, vous savez, on va retomber dans le cycle de nouvelles attaques des États-Unis, de nouvelles représailles de l'Iran, et ainsi de suite, avec des hauts et des bas sur les marchés boursiers et des hauts et des bas sur le marché du pétrole. C'est comme regarder le film Un jour sans fin, sauf que Bill Murray, lui, était au moins divertissant. Là, c'est pas divertissant, c'est écœurant. Le Hezbollah a-t-il besoin que l'Iran lui donne une sorte de feu vert pour agir contre Israël dans le sud du Liban, ou bien décide-t-il de son... I think they're deciding on their own. Je pense qu'ils décident par eux-mêmes, mais je pense qu'ils ont consulté l'Iran. Ils ne veulent pas créer une situation difficile pour l'Iran. Mais le Hezbollah va, vous savez, à un moment donné, je pense que lorsqu'il sera clair qu'il ne reste vraiment même plus l'ombre d'une solution diplomatique, riposter. Mais il semble que tôt ou tard, nous allons voir quelque chose se produire entre Israël et le Hezbollah. Oh yeah, no. Oh oui, je pense que vous pouvez compter là-dessus, bien sûr. Sure. Parce que, d'une certaine manière, l'escalade est en train de se produire. Je ne sais pas, pour une raison quelconque, le Hezbollah essaie simplement de gérer la situation sans attaquer Israël. Oui, ils ont retenu leur tir jusqu'à présent. Oui, merci Larry. Très bien, mon ami. Merci beaucoup. Nous avons réglé beaucoup de choses aujourd'hui. Nous rapprochons les États-Unis et l'Iran, et peut-être que nous allons résoudre cela. Un peu de lumière, dans un sens ou dans l'autre. Très bien. On se parle demain. À demain. D'accord, au revoir. Au revoir.